Bonjour Maxime Lefebvre. Bonjour. Maxime Lefebvre, vous êtes diplomate, vous êtes ancien ambassadeur, vous êtes professeur affilié permanent à l'ESCP Business School. Vous dirigez le Master International Business and Diplomacy. Vous êtes auteur, on en est à la 6e édition, au PUF, Presse universitaire de France, un ouvrage, Le jeu du droit et de la puissance. J'avais envie de faire un point avec vous sur la fragmentation à l'œuvre. On a le sentiment que le monde est en train de se fragmenter. Et pour faire un premier tour de piste, finalement, les tensions géopolitiques aujourd'hui, comment elles interagissent avec un ordre du monde qui était censé être basé sur le droit? Alors, plus il y a de puissance, plus il y a de tensions géopolitiques, moins il y a de règles, de force des organisations internationales. Alors c'est vrai que par exemple, à la fin de la guerre froide, on avait pensé à la fin de l'histoire, à un nouvel ordre mondial, et on se disait, ça y est, l'ONU va marcher, la démocratie, le marché, la prospérité, etc. Et finalement, les droits de l'homme, bon. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que ces grosses tensions géopolitiques nouvelles entre les États-Unis et la Chine, qu'on appelle notamment le piège de Thucydide, c'est-à-dire la compétition pour devenir numéro 1. Quand un numéro 2 veut devenir numéro 1 à la place du numéro 1, ça crée des conflits. Ce qu'on voit aussi avec la Russie, tout ça évidemment bouleverse, remet en question le fonctionnement des institutions internationales. Et effectivement, du coup, le droit international, les institutions internationales s'affaiblissent. Et effectivement, ça donne ce sentiment de fragmentation que vous décrivez, et ça rend les choses beaucoup plus instables. Et donc beaucoup plus soumises à des rapports de force et éventuellement à des conflits. Bien sûr, vous avez évoqué que le numéro 2 veut devenir le numéro 1. Voilà, le numéro 1, moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a eu plutôt tendance à s'asseoir un peu sur les règles du droit international, partant du principe que le droit international, c'était lui, c'est-à-dire l'extraterritorialité du droit américain. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que ce qui est spécifique dans les États-Unis, c'est qu'à la fois, ils ont construit un ordre international pour le monde, qui était bon pour le monde, bon pour eux, mais aussi bon pour le monde, après 1945, bon pour les pays occidentaux, mais ça se voulait universel. Et en même temps, c'est un pays qui a toujours eu un rapport particulier sur le droit international, qui considère qu'il est au fond une force au service du bien, et quand on est une force au service du bien, on peut s'asseoir sur le droit, ce qui évidemment affaiblit sa légitimité morale aux yeux des autres. Donc on l'a vu déjà dans des exemples, par exemple la guerre en Irak en 2003, quand les États-Unis ont conquis l'Irak. On le voit dans les législations extraterritoriales, où des législations ou des sanctions prises par le Congrès s'imposent à des acteurs économiques européens, alors même que normalement ils ne sont pas soumis à la loi américaine. Donc on a effectivement cette extraterritorialité, cet unilatéralisme américain qui existe depuis longtemps et qui a tendance à se renforcer. Un très bon exemple, c'est l'Organisation mondiale du commerce, que les Américains n'avaient pas voulu créer tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont accepté de créer en 1994, avec une sorte de supranationalité du droit. Et aujourd'hui, depuis Trump, ils tendent à s'en retirer, c'est-à-dire à remettre en question le mécanisme de règlement des différends qui font que le droit permet de s'imposer aux conflits commerciaux. Donc là, les États-Unis, effectivement, sont de nouveau dans une phase où, au fond, la puissance rime avec l'unilatéralisme. Avec l'unilatéralisme et l'Europe dans tout ça, j'ai envie de vous dire, là, on en est où avec l'Ukraine post-guerre en Ukraine, même si la guerre en Ukraine, nous ne sommes pas dans le post, mais on sent déjà que les lignes quand même ont sacrément bougé. Oui, c'est sûr que la guerre en Ukraine est un changement absolument majeur, dans la mesure où l'Union européenne, si vous voulez, elle continue à dire qu'elle souhaite un ordre multilatéral basé sur le droit, donc ça c'est son slogan officiel, mais la réalité des choses, c'est que l'Europe est de plus en plus dépendante des États-Unis, elle est sous protection américaine, on le voit dans la guerre en Ukraine, les Américains livrent 10 fois plus d'armes à l'Ukraine que les Européens, et en réalité, ils sont un acteur politique et diplomatique majeur de ce conflit, beaucoup plus que les pays européens, qui sont plus en train de suivre ce que font les Américains. Donc on a une Europe plus faible, une Europe affaiblie aussi par les conséquences de la guerre, on a une Europe plus protégée par les États-Unis. On a sans doute un camp occidental qui a tendance un petit peu à se durcir, et c'est voulu par les États-Unis face à ces nouvelles puissances menaçantes que sont la Russie de Poutine ou bien la Chine de Xi Jinping. Et donc, oui, pour l'Europe, c'est un moment qui n'est pas évident.
Il faut réussir à maintenir notre ADN, qui est un ADN de multilatéralisme, de coopération mondiale, etc. Et en même temps, il faut aussi peser dans le partenariat transatlantique et s'affranchir d'une certaine naïveté qu'on a pu avoir dans le passé. Il faut qu'on cultive le hard power. Il faut qu'on soit capable d'être dur avec les méchants et il faut essayer de se battre pour rester une puissance et continuer à jouer un rôle dans les relations internationales. Ce qui n'est pas gagné quand on voit par ailleurs la résurgence de certains nationalismes. Voilà, et c'est vrai que ce qui est très frappant dans cette fragmentation du monde, comme vous dites, c'est le fait que partout, le nationalisme regagne du terrain. Et on le voit dans tous les pays. On le voit non seulement en Chine et en Russie, mais on le voit par exemple en Israël, on le voit en Inde. Donc ce nationalisme est souvent combiné d'ailleurs avec de l'autoritarisme, et on le voit au sein même de nos démocraties, à travers la montée des populismes, la demande d'autorité qui vient des populations, des électorats, et à une sorte de repli un peu sur des intérêts nationaux, des préoccupations populistes. Un très bon exemple, c'est évidemment le Brexit, où les Anglais ont préféré effectivement reprendre une sorte de liberté, qu'ils n'ont pas totalement d'ailleurs, mais ils ont préféré s'affranchir de l'Union européenne. Faire de la stratégie aujourd'hui, c'est assurément comprendre la fragmentation du monde à l'œuvre. Absolument. Merci Maxime Lefebvre.